Bonjour à toutes et à tous. C'est Mimi, je suis très content de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vers. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Eh bien, nous partons pour un voyage dans la littérature. Nous allons explorer les courants littéraires du XVIIIe siècle ainsi que du XIXe siècle. Promis, ça va être passionnant pour les candidats et candidates au bac, mais aussi pour toutes celles et ceux qui adorent la littérature. Dans cette vidéo, nous allons parler des courants littéraires du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Mais d'abord, c'est quoi un courant littéraire? C'est un ensemble d'écrivains qui, à une époque donnée, développent des thèmes, des idées et des styles communs. Pour notre voyage, nous allons commencer par illuminer notre chemin avec la lumière des Lumières, puis nous le rendrons plus sensible et émotionnel avec le romantisme. Ensuite, nous lui donnerons un ton réaliste avec le réalisme et une touche poétique avec le Parnasse. Enfin, nous terminerons par l'aspect scientifique du naturalisme et l'ambiance symbolique du symbolisme. Alors, sommes-nous prêts pour ce voyage unique dans les mots? Allons-y. Mais attends une seconde, j'ai un petit secret à partager avec toi. J'ai regardé la vidéo de Vivi sur les courants littéraires de la Renaissance jusqu'au classicisme, et j'ai beaucoup aimé sa phrase « Hugo boit petit café ». Si tu veux la regarder, le lien est dans la description. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas te donner moi aussi une astuce mnémotechnique pour retenir facilement les courants que nous allons analyser? Voici le truc, il y a 6 lettres à retenir, L, R, R, P, N, S. Et la phrase? Tout simplement, la Reine Rouge porte nos sceptres. Tu peux l'utiliser uniquement si tu en ressens le besoin. Commençons par le L de notre astuce, L pour lumière. Ce courant apparaît au XVIIIe siècle et culmine juste avant la Révolution. Il se développe en Europe et surtout en France. Son but? Éclairer les esprits, dénoncer les injustices et promouvoir la liberté de penser. Il insiste sur l'importance de l'acquisition des connaissances et lutte contre tous les préjugés et l'obscurantisme, en mettant l'accent sur la raison, la liberté et l'individu. Le mot « lumière » est utilisé au pluriel et possède un sens métaphorique. Il évoque tous ceux qui accueillent le progrès, l'éducation et l'esprit critique, autrement dit ceux qui brisent les chaînes de l'ignorance. De quoi les écrivains parlent dans leurs œuvres? Ils abordent une grande variété de sujets qui bouleversent la société de l'époque et influencent le quotidien des gens. Ils soulignent la raison et la capacité de l'homme à comprendre le monde par l'observation et l'analyse. Ils discutent de la liberté et des droits de l'homme en critiquant la monarchie absolue. Ils mettent l'accent sur la tolérance religieuse et ils dénoncent les superstitions qui conduisent à l'obscurantisme. Ils écrivent pour la justice sociale ainsi que la justice politique, montrant que la société ne peut pas seulement être améliorée par l'éducation, elle doit activement progresser. Ils s'intéressent aussi à la science, en cherchant à la rendre accessible à tous. En résumé, les Lumières nous laissent des écrits qui défendent la liberté de l'esprit, convaincus que c'est elle qui permet à l'homme d'atteindre le bonheur en dépassant tout ce qui freine son progrès. Des noms à retenir? Montesquieu, avec sa réflexion sur la séparation des pouvoirs. Voltaire, ardent défenseur de la tolérance religieuse et des libertés individuelles. Diderot, promoteur de la connaissance universelle et de la raison à travers l'encyclopédie. Et bien sûr Jean-Jacques Rousseau, chantre du contrat social et de l'égalité. Petite notice, les représentants des Lumières ne se contentent pas d'écrire dans leur coin. D'Alembert et Diderot passent plus de 20 ans, entre 1751 et 1772, à diriger la construction d'une œuvre monumentale, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Des dizaines d'écrivains, de savants et d'artisans y contribuent pour en faire une œuvre collective et un symbole fort. La connaissance est pour tout le monde et elle fait avancer la société. Et pour finir, un mot sur le style. Le registre dominant des textes des Lumières est avant tout didactique, mais il est souvent traversé par l'ironie. Si tu veux revoir ce que l'on appelle les registres littéraires ou les découvrir pour la première fois, tu peux regarder nos 2 vidéos. Leurs liens sont dans la description. Après le L des Lumières, on passe au R pour le romantisme. Nous voilà au début du XIXe siècle, et là, changement total d'ambiance. Ce courant, né en Allemagne et en Angleterre, se propage dans tout l'Occident à une vitesse incroyable. Fini la primauté absolue de la raison, les écrivains veulent désormais exprimer leurs sentiments, leurs rêves et leurs tourments. Le mot d'ordre? Liberté d'écriture et exaltation de l'individu. Le romantisme, c'est d'abord une révolte contre les règles strictes du classicisme et contre le rationalisme hérité des Lumières. Les écrivains veulent explorer l'intériorité, la nature, le passé et l'imaginaire. C'est la naissance d'une littérature qui met en avant le moi, la sensibilité et le spectaculaire. L'emploi du G devient très fréquent, que ce soit dans les récits ou dans les poèmes. Et de quoi parle-t-il? De sujets qui touchent encore l'âme de chacun aujourd'hui. L'amour passionné avec ses joies intenses et ses chagrins profonds. La nature grandiose, refuge et miroir de l'âme humaine.
Le goût pour le passé, en particulier pour le Moyen-Âge, qui revient souvent dans leurs écrits. L'infini et l'évasion, pour désigner le monde intime et se libérer de la raison. Et même s'ils poursuivent la quête d'un idéal, les romantiques évoquent aussi le mal du siècle, cette mélancolie, cette tristesse et cette fascination pour la mort. Rien n'a un seul visage dans la vie. Quelques grands noms à retenir. Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Chateaubriand, ou encore George Sand, figure féminine majeure du mouvement. Et côté style, le registre dominant est lyrique, pour exprimer les émotions, mais on y trouve aussi de l'épique, du pathétique et parfois du dramatique. Après le R du romantisme, nous retrouvons à nouveau la lettre R, mais cette fois pour le réalisme. Nous sommes au milieu du XIXe siècle, et le paysage littéraire change encore. Après les élans passionnés et les rêveries du romantisme, place à une écriture qui veut observer le monde tel qu'il est, sans artifice, et le décrire avec précision. Le réalisme naît en France dans les années 1840 à 1850, dans un contexte de bouleversements sociaux, politiques et économiques, industrialisation, croissance urbaine, transformation sociale. Son but ? Montrer la réalité dans sa complexité. Les écrivains réalistes se donnent pour mission de rendre compte de la société contemporaine de la manière la plus fidèle possible. Ils multiplient les détails, les descriptions, et étudient le comportement humain, les milieux sociaux, les mécanismes économiques et les rapports de pouvoir. Le narrateur devient un observateur presque scientifique, cherchant à être objectif, même si une interprétation personnelle transparaît souvent. Les personnages sont des hommes et des femmes ordinaires, confrontés aux problèmes concrets de leur époque. Dans leurs écrits, les thèmes reflètent la réalité. La vie quotidienne avec les familles, les travailleurs, les bourgeois et les paysans. Les milieux sociaux et leurs conflits, richesse et pauvreté, ascension ou chute sociale. Le déterminisme social, c'est-à-dire l'influence de l'origine et de l'environnement sur le destin. Les mœurs et la critique des hypocrisies de la société. Des figures majeures ? Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Stendhal, Guy de Maupassant, George Sand. Le registre dominant est bien sûr réaliste, car l'objectif est de peindre le monde tel qu'il est. Mais les écrivains n'hésitent pas à glisser du comique et du pathétique. C'est maintenant le tour de la lettre P, avec laquelle nous découvrons le Parnasse. Ce courant concerne avant tout les poètes et la poésie. Son nom vient de la montagne Parnasse en Grèce, consacrée à Apollon et lieu de séjour des 9 muses. Nous sommes toujours au XIXe siècle, mais les poètes prennent une direction différente de celle des romantiques. Ils se concentrent sur l'art pur, la forme parfaite et la beauté du langage. La fameuse phrase « l'art pour l'art » de Théophile Gautier décrit parfaitement le Parnasse. L'art n'a pas à promouvoir une morale ni à exprimer les sentiments du poète. L'œuvre existe pour elle-même, comme un objet esthétique autonome, et le poète devient un véritable artisan de la beauté. Ils évitent toute référence aux sujets politiques ou sociaux, considérés comme des éléments de laideur, et se concentrent sur la perfection formelle. La poésie parnassienne privilégie les vers réguliers, les rimes soignées et des images précises, tout en refusant le lyrisme personnel, pas d'effusion sentimentale, pas de confidences intimes, le jet disparaît presque entièrement. L'objectif est de créer une œuvre autonome, détachée de l'auteur, où chaque mot est choisi pour sa beauté et sa justesse. Cette esthétique donne naissance à une beauté froide et sculpturale, que l'on contemple plus que l'on ne ressent. Les thèmes des poètes parnassiens ? Tout ce qui concerne la beauté et la perfection, l'histoire, la mythologie, l'archéologie et la nature. Parmi les poètes à connaître, on retrouve Théophile Gautier, Théodore de Banville, Lecomte de Lille et José Maria de Heredia. Le registre principal est épique, notamment quand ils évoquent des héros et des récits anciens. Mais il arrive parfois qu'ils adoptent un ton didactique, pour transmettre un savoir avec style et raffinement. On arrive à la lettre N, et c'est l'occasion d'explorer le naturalisme. Nous sommes toujours au XIXe siècle, mais l'ambition des écrivains va encore plus loin. Là où les réalistes décrivaient la société telle qu'elle est, les naturalistes veulent l'étudier scientifiquement, presque comme des chercheurs qui observent la vie en laboratoire. Sous l'impulsion d'Émile Zola, les écrivains s'inspirent directement des sciences de leur époque, la biologie de Darwin, la médecine expérimentale de Claude Bernard, la psychiatrie naissante, mais aussi la sociologie. Leur ambition ? Étudier l'être humain comme on étudierait un phénomène naturel. Dans cette perspective, ils veulent montrer comment chaque individu est façonné par deux forces principales. L'hérédité, c'est-à-dire la dimension biologique, et le milieu, c'est-à-dire la dimension sociale et économique. C'est ce que l'on appelle la double détermination. Les personnages, principalement issus des classes populaires et défavorisées, ne sont plus seulement des individus isolés. Ils deviennent les produits d'une lignée et d'un environnement. Les écrivains naturalistes présentent la réalité en menant une enquête scientifique. Ils observent, ils décrivent, ils accumulent des détails concrets, ils cherchent les causes et les effets.
Pour eux, tout peut être analysé. La société française, la condition de la femme, le clergé, la violence sociale, les habitudes destructrices comme l'alcoolisme, l'hypocrisie, les instincts humains, la corruption, la détérioration physique ou encore les maladies. Des noms phares? Émile Zola bien sûr, mais aussi Guy de Maupassant, Joris Carl Huysmans et Alphonse Daudet. Et les registres? Le registre réaliste reste dominant, mais on y trouve aussi du pathétique, du tragique et parfois du dramatique. Pour terminer notre voyage, nous arrivons à la lettre S, pour le symbolisme. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, une période où les écrivains cherchent à aller au-delà du réel visible. Là où le réalisme et le naturalisme montrent la société et les individus tels qu'ils sont, les symbolistes veulent exprimer l'invisible, les émotions, les idées, les rêves et les mystères de l'âme humaine. Pour eux, le mot ne doit pas seulement décrire, il doit évoquer, suggérer, faire ressentir. Le principe du symbolisme? Utiliser des symboles pour transmettre des idées et des émotions. Les objets, les couleurs, les sons ou les gestes deviennent des signes qui renvoient à autre chose. Le mystère derrière l'apparence, un monde secret. Ainsi, les poèmes symbolistes, car le symbolisme apparaît surtout dans la poésie et beaucoup moins dans le roman, sont souvent musicaux et imagés, laissant toute sa place à l'interprétation du lecteur. Quels sont les sujets qu'ils explorent? La beauté et l'esthétique, souvent dans un univers mystérieux ou mélancolique. La mort, le rêve, l'infini et le surnaturel, explorant la profondeur de l'âme et l'inconnu. L'amour idéalisé et la souffrance intérieure, pour exprimer les passions et les tourments humains. La quête spirituelle, la recherche du sens de la vie ou de l'au-delà, pour désigner l'invisible et les mystères de l'âme humaine. Leur écriture est souvent lyrique et introspective, parfois hermétique et pessimiste, influencée par des mythes et des légendes. Quelques noms à retenir: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud et Jean Moréas. Le registre dominant est lyrique, mais on y retrouve aussi parfois le pathétique. Et voilà, nous venons de terminer ensemble notre voyage dans les courants littéraires du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Nous avons exploré ou revisité leurs idées essentielles ainsi que certains de leurs écrivains. Ces courants nous invitent à comprendre ce que pensaient les auteurs de leur époque, à percevoir leur inspiration et à lire leurs œuvres ou celles d'autres siècles, avec un regard renouvelé. Pour retenir tous ces courants, souviens-toi de notre phrase mnémotechnique: la reine rouge porte nos sceptres. Rappelons maintenant à quel courant correspond chaque lettre. L pour lumière, premier R pour romantisme, second R pour réalisme, P pour Parnasse, N pour naturalisme, et S pour symbolisme. Pour te situer dans le temps, voici un petit tableau chronologique avec des dates approximatives pour chaque courant. Les Lumières, de 1720 à 1789, le romantisme, de 1820 à 1850, le réalisme, de 1850 à 1890, le Parnasse, de 1866 à 1876, le naturalisme, de 1870 à 1890, et enfin, le symbolisme, de 1870 à 1900. Mais attention, ces dates ne sont qu'indicatives. Un courant littéraire ne correspond jamais à des limites strictes, et certains auteurs peuvent se retrouver à la croisée de plusieurs mouvements à la fois. Par exemple, le symbolisme est souvent daté autour de 1870, mais certains en font remonter l'origine à 1857 avec les Fleurs du mal de Baudelaire. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les courants littéraires, pense à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et pourquoi pas, à partager avec un ami qui révise le bac ou qui aime la littérature. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle expédition dans la langue française. Sortez vos crayons, l'aventure continue. Ne manquez pas la suite sur la route vers